Mesdames, Messieurs, tout d'abord, permettez-moi de remercier et saluer l'initiative du secteur CGT des cheminots et de son syndicat Belfort, Montbéliard et environ. Organiser cette initiative et ce débat public concernant le ferroviaire fait partie intégrante de la démocratie sociale. Afin que la neutralité vis-à-vis des diverses listes soit entière, nous organiserons un tirage avec Aurore Rosel, afin que chaque représentant puisse s'exprimer et donner leur conception et vision du ferroviaire, et notamment de son TER. Nous vous demandons de limiter à 10 minutes vos premières interventions, afin de permettre, dans un second échange avec l'Assemblée, de répondre aux questions posées. Pour votre parfaite information, un compte-rendu du débat sera envoyé à l'ensemble des participants. Un Facebook Live est organisé, ainsi que l'enregistrement audio et vidéo de ce débat. Sans plus attendre, je laisse la parole à Benlazi Mazouz, secrétaire général du secteur fédéral des cheminots de Strasbourg. Merci David. Bienvenue à toutes et à tous. Madame, Messieurs, avant de commencer, juste quelques modalités. On a une collègue qui a vu un incendie de sa maison. Il y a une quête qui est faite, donc c'est chez les camarades là-bas qui tiennent la table. Donc nous vous invitons donc pour les cheminots à aller vers Cindy, puisque là aussi on aide aussi nos camarades et nos collègues justement dans le cadre, je dirais, des choses de la vie. Madame, Monsieur les élus et futurs élus, Madame, Monsieur les représentants de l'État, Madame, Monsieur les représentantes de partis ou de rassemblements politiques, Madame, Monsieur les journalistes, chers et chers représentants des associations d'usagers, donc Bernard Weidmann, donc représentant, donc président de l'association Belfort-Giromagny et d'elle que je salue, et notre illustre Bernard Tournier, président donc, de la ligne 4, que je vais pas présenter, mais voilà, connu de toutes et de tous sur le territoire de Belfort et bien au-delà. Chers et chers collègues syndicalistes, chers et chers collègues, chers et chers camarades, depuis maintenant plusieurs mois, nous constatons un climat politique et social alarmant. S'allier avec l'extrême droite ou reprendre ses idées ne constitue plus un interdit. Les propos et actes racistes et sexistes au travail et dans la vie se propagent. Les attaques contre les libertés et les droits sociaux s'accentuent gravement. Le racisme est un délit. Il doit être combattu avec énergie et condamné comme tel. Opposer des peuples, diviser les travailleurs, exacerber des tensions avec des mensonges et des fake news tels que le rapport entre immigration et délinquance, immigration et terrorisme, etc. Telles sont les armes de ceux qui veulent détourner les travailleurs des véritables causes de la crise sociale. Les politiques libérales qui cassent les services publics détruisent notre système de protection sociale, privilégient l'augmentation des dividendes pour les actionnaires plutôt que pour les salaires et pour les travailleurs. Dans ce contexte, et en appui de nos orientations, le syndicat CGT des cheminots de Belfort, Montbéliard et environ, ainsi que le secteur fédéral de cheminots CGT de Strasbourg, décide de ne pas interagir comme ça a été fait dans le passé, aujourd'hui et demain, avec les porteuses et porteurs de ces idées. La CGT engagée pour un monde de justice sociale, de paix et d'égalité appelle le monde au travail, les retraités et la jeunesse à ne pas se laisser berner par ceux qui reprennent les idées d'extrême droite. C'est pourquoi la CGT, dans l'unité avec d'autres organisations et partis politiques, appelle à une journée nationale de mobilisation partout en France le samedi 12 juin 2021. Madame, Monsieur, la Fédération CGT des cheminots tire le signal d'alarme. S'il vous plaît, mes camarades, parce qu'on a un retour là. Il y a un retour. Juste, si vous pouvez parler, un tout petit peu descendre le volume, parce qu'on a un retour, justement. Et pour l'enregistrement, ça va être un peu compliqué. Merci, mes camarades. Madame, Monsieur, la Fédération CGT des cheminots tire le signal d'alarme. Le système ferroviaire est dans une impasse structurelle et financière qui conduit à son affaiblissement, à des reculs sociaux sans précédent et donc à de nouveaux épisodes de conflictualité très durs. Les cheminots et plus largement l'ensemble des salariés y payent un lourd tribut.
À l'instar des actions menées depuis ce début d'année au niveau national, régional et local, bon nombre de salariés, en appui de la CGT, lucides et déterminés, se mobilisent. Sur le Nord-Franche-Comté, les salariés de SMRC, Rouge-Goutte, ex-Raidel, de l'hôpital de Nord-Franche-Comté, que je salue, j'ai vu tout à l'heure qui sont là, ouais, tout à fait, merci. Du centre de soins hospitaliers de longue durée, du Sénois, de l'Éducation nationale, de General Electric, de DFGDF, d'Eurocast, d'El, d'Alstom Transport, les agents territoriaux de la ville, du Grand Belfort, du Centre communal d'action sociale, les agents communaux d'offrement et des finances publiques sont à l'offensive et ancrent leurs revendications à leurs conditions de vie et de travail. Ce foisonnement d'actions cherche à se donner un moment commun, à construire cette convergence dont les salariés ont besoin pour faire aboutir leurs revendications et tracer les contours d'autres perspectives. Ces mobilisations, avec des modalités d'action différentes, se nourrissent les unes des autres. La branche ferroviaire a été créée dans ce contexte. Contrairement aux autres conventions collectives qui ont été écrites pour généraliser des droits arrachés dans certaines entreprises, la CCN, la Convention collective nationale ferroviaire, est pensée par le gouvernement et certains élus. Et le patronat, en opposition au statut des cheminots de la SNCF, est pour déconstruire le droit qu'il contient. Il en résulte une absence de négociations réelles et donc des démarches unilatérales du patronat qui ne sont pas acceptables. Le groupe public SNCF se construit par mimétisme du fonctionnement et des entreprises privées. La poursuite de l'externalisation des charges de travail, l'annonce de création de filiales pour chaque marché, aussi petits soient-ils, ne peuvent pas conduire à un modèle social ou économique intégré. Cette atomisation de la production ne laisserait plus de place pour la carrière des salariés, leur mutation volontaire ou encore leur représentation syndicale. La régulation des effectifs se ferait bien évidemment par les licenciements et les démissions. Ce serait la jungle sociale. Par ailleurs, nous voyons poindre une anarchie organisée entre produits et sociétés, entre produits, établissements et sociétés, ce qu'on appelle chez nous les SA, sociétés anonymes, qui visent à brouiller les repères pour mieux déconstruire les droits des cheminots. Les contrats de travail des nouveaux embauchés, la liberté de ne plus appliquer la réglementation existante, de faire ses propres règles, d'organiser le dialogue social dans son coin selon ses propres choix, tout cela semble brouillon, mais procède d'une logique unique, effacer la SNCF et les cheminots. Cette désorganisation volontaire va aussi avoir de graves conséquences sur l'efficacité de la production et la sécurité du système ferroviaire. Notre mode de transport guidé sur réseau interconnecté et les exigences des usagers vis-à-vis de leur bien commun qu'est le service public sont des spécificités du système ferroviaire. On ne les apprend pas ni dans les écoles de commerce, ni dans les start-up. Le meilleur exemple est la situation du transport de marchandises, dont la régulation, vantée pendant 15 ans par la direction SNCF, a provoqué un effondrement durable. La finalité de ces évolutions est la privatisation. Ce explique les choix du gouvernement et de certains élus. La trajectoire économique du pacte de 2018 n'est donc pas destinée à assurer la pérennité du système ferroviaire français, mais plutôt à imposer la profitabilité de chaque segment du groupe public pour rembourser la dette de l'État. Se substituer à lui dans le financement des investissements d'infrastructures publiques, puis à aiguiser, bien évidemment, les appétits des actionnaires. C'est d'ailleurs pourquoi le gouvernement et certains élus et la direction jugent indigne de maintenir les petites lignes au sein du réseau ferré national en les transférant à d'autres gestionnaires, ne se préoccupant plus de leur avenir. Dans la situation actuelle, dans la crise sanitaire, masque un certain nombre de mécontentements. Les cheminots ne distinguent pas encore très bien quel avenir leur est réservé. Mais les évolutions du quotidien accroissent déjà le malaise et la colère. C'est le cas au niveau de notre région. Chaque jour, 725 000 actifs résidents en Bourgogne-Franche-Comté se déplacent dans une autre commune pour aller travailler. 10 ans auparavant, ils étaient 25 700 de moins. Caractéristique du Nord-Franche-Comté, la relation avec la région Grand Est, soit par Mulhouse et ou Épinal. Sur la branche frontalière, près de 35 000 résidents travaillant en Suisse, soit près de 15 000 actifs supplémentaires en 10 ans. Habitant de plus en plus loin de la frontière, ils parcourent des distances plus élevées. La voiture est le mode de transport privilégié par 90% des navetteurs. Les externalités négatives de ce mode de déplacement sont nombreuses.
Pollution, gaz à effet de serre, accidentologie, précarité énergétique. À savoir que la moitié des navetteurs génèrent plus de 80% des émissions de gaz à effet de serre liées au déplacement domicile-travail. Chiffre issu de l'analyse de l'INSEE numéro 81 de décembre 2020. Sur le transport de marchandises, la mise en place de la concurrence a complètement déstructuré les plateformes d'intervention de tri et de logistique. Sur Gevrey, Montbéliard, Belfort, Pont-de-Roide, Danjoutin, Morvillard, Giromagny, Mulhouse, Osbergen et Wapi. La question de la multimodalité, y compris avec les ports rhénans et la capillarité, a été abandonnée au profit des axes rentables. Résultat, nos territoires sont devenus des territoires de transit, avec l'ensemble des coûts externes supportés par nos deniers. Augmentation des gaz à effet de serre, accidentologie, conséquences graves sur la santé, A36, N19, N83, quid d'un vrai projet industriel. Au niveau de la démocratie sociale, la direction de la SNCF, que ce soit au niveau de la branche ou dans le groupe public unifié, démultiplie les concertations, notamment sur le cadre social. Mais nous ne constatons aucune évolution au fil des réunions. Alors même que les sociétés anonymes poursuivent leur tâche de décomposition des règles existantes. La direction de la SNCF a signé récemment un accord sur le dialogue social avec toutes les organisations syndicales. Nous constatons quelques mois plus tard que les hiérarchies des normes entre négociations de groupe et de société n'est déjà plus respectée. La Fédération CGT des cheminots a donc décidé qu'elle ne participerait plus à cette mascarade, à ce qui s'apparente de plus en plus à des réunions raclettes, comme on dit chez nous. Nous l'avons toujours dit, dans un contexte de forte dégradation de l'ambiance dans l'entreprise, les négociations doivent produire des effets positifs, mesurables par les cheminots dans leurs conditions, dans leur quotidien. Nous en sommes loin. Mes camarades, s'il vous plaît, un peu de silence. Mes camarades, un peu de silence, s'il vous plaît. La direction de la SNCF, bien évidemment, la rassure le gouvernement et les cheminots passent manifestement au second plan. Pour la CGT, ils doivent redevenir la priorité, car ce sont eux qui produisent quotidiennement le service public ferroviaire. Ils l'ont montré pendant la crise sanitaire et n'ont retiré que mépris du gouvernement et de certains élus politiques. Renouer les dialogues, la confiance et regagner l'efficacité de la production ne se fait pas uniquement par des discours ou des concertations, mais bien par des négociations apportant satisfaction aux revendications des cheminots et des usagers. Pour la CGT, là est le citoyen usager, les chargeurs, est au cœur de notre démarche. Par la mise en place des comités de défense, des initiatives communes devant les gares comme aujourd'hui et ou dans le cadre du Tour des gares, je tiens à remercier au nom de l'ensemble des structures CGT et des cheminots l'accueil réservé par les citoyens usagers et leurs associations sur les lignes de Belfort, Besançon, Belfort-Lure, Vesoul, Épinal, Mulhouse et Delle. Dans le cadre de la signature de la pétition contre la mise en place de l'agent seul, la modification des horaires et la fermeture des guichets en gare de Belfort, Montbéliard et Lure, et bien évidemment de l'avenant 4 du TER Bourgogne-Franche-Comté. Cette pétition, elle est encore ici, sur la table. Si vous voulez, vous pouvez encore la signer. Cette pétition à date dépasse les 3900 signatures. Celle-ci est disponible, bien évidemment, comme je le disais ce jour. Par conséquent, loin des débats d'initiés, les cheminots, en appui de la CGT, souhaitent donner la parole à l'ensemble des oubliés qui font le train du quotidien. En effet, en partant de la réalité de nos territoires, nous souhaitons créer les conditions d'un échange constructif et confronter analyses et propositions avec nos élus et représentants de l'État dans le cadre d'un débat les yeux dans les yeux. Vive la CGT, vive le service public ferroviaire. Merci de votre attention. Donc merci pour cette introduction. J'appelle de suite Aurore Rossel afin de pouvoir faire le tirage au sort. Elle est là, la petite boîte. Viens là, viens là. Alors le premier, ce sera Monsieur Rousset. Rousse, pardon. Ensuite, ce sera Monsieur Faudot.
Monsieur Rouillon. Monsieur Grudler. Et enfin, Monsieur Neugnot. Eh bien, sans plus attendre, je laisse tout de suite la parole à Monsieur Frédéric Rousse. Excusez-moi. C'est impressionnant. Hein. Merci beaucoup. Merci d'abord de votre invitation pour parler d'un sujet éminemment important. Et alors, c'est le petit-fils de cheminot. Moi, je suis petit-fils de cheminot, donc je connais bien le sujet. J'ai grandi avec les trains. Et j'ai grandi à une époque aussi où les trains étaient probablement, où la SNCF était mieux considérée avant qu'aujourd'hui. Nous avons des similitudes. Moi, je suis un élu de terrain. Je suis élu de Delle, du canton de Delle. Je suis candidat à la région. J'ai une vision du monde ferroviaire qui est d'abord une vision de proximité. Je vais m'expliquer. Je pense que aujourd'hui, nous avons eu une politique pendant 30 ans qui visait à tout regrouper dans les grands centres urbains, les grandes agglomérations. Et puis après, il y a eu la désertification rurale. Et dans cette désertification rurale des services publics, notamment, services postaux, etc., il y a eu, bien entendu, le chemin de fer. Alors on vient m'expliquer que les gens ont changé d'habitude, etc., que les gens ne prennent plus le train. Je ne suis pas vraiment convaincu de ça. Je pense qu'au contraire, on leur a enlevé des services publics et finalement, ils ont dû trouver autre chose et s'adapter différemment. La deuxième chose, c'est que moi, je n'y comprends plus rien parce qu'entre les politiques, c'est plus une politique nationale, là, mais à un moment donné, on vous enlève des services publics, après, on vous en remet. Après, on vous dit que maintenant, il faut réouvrir les petites lignes. Enfin, c'est très compliqué parce que dans tout ça, il n'y a pas véritablement de stratégie et de politique qui soit cohérente et surtout qui s'affiche sur le long terme. J'ai l'impression qu'on fait à la petite semaine en fonction de ce que, de ce que les choses sont, au gré du vent, etc. Moi, je suis donc, pour aller clairement aux choses, je suis pour la réouverture des petites lignes. Mais évidemment, à condition qu'elles correspondent à un vrai besoin. On ne va pas réouvrir des lignes là où il n'y a pas besoin. Vous avez d'autres moyens de transport, elles sont complémentaires. Moi qui suis en charge des pistes cyclables au département, je peux vous dire que parfois vous pouvez avoir des pistes cyclables, parfois vous pouvez avoir des bus, parfois vous pouvez avoir des trains, parfois vous pouvez avoir de la voiture, là où c'est nécessaire, où il y a un vrai besoin. Parfois, ça peut être un tout. Vous avez aussi... Sur les exploitations des petites lignes, je reviendrai sur le cas qui nous concerne dans le territoire, c'est la ligne Belfort-Delle, mais je reviendrai après. Moi, je regarde aussi les chiffres. Il y a, selon la Fédération nationale des associations d'usagers des transports de Bourgogne-Franche-Comté, 70% des habitants de notre région ne sont pas satisfaits des transports en commun. C'est pas moi qui le dis, c'est le sondage qui a été fait par les usagers. Il est vrai que nous avons encore des gares qui ferment, nous avons des horaires de train qui ne sont pas adaptés ou modifiés en permanence, nous avons des prix des billets qui sont parfois trop élevés ou des forfaits qui ne sont pas forcément adaptés, qui sont trop rigides, parce qu'il faut s'adapter évidemment à la réalité du terrain. Ce qui est valable dans le sud territoire n'est pas forcément valable à Montbéliard ou peut-être valable dans la Nièvre ou dans l'Yonne, ainsi de suite. Nous avons aussi des gares qui ne sont pas encore accessibles aux personnes handicapées, par exemple. Nous ne pouvons pas forcément mettre nos vélos dans tous les trains, etc., etc. Et puis, nous avons aussi, ce qui est pour moi une misère, c'est que nous avons des guichets avec des femmes et des hommes qui sont derrière, qui soit ne sont pas forcément ouverts. Je regardais dans Lyon, c'est à Joigny, je crois, il y a des horaires, il y a des guichets qui sont fermés, ou des gares qui sont carrément où on a remplacé les bornes par où les agents ont été remplacés par des bornes. Je trouve que c'est très compliqué parce qu'il y a des heures où c'est ouvert, d'autres heures où c'est pas ouvert. Enfin, plus personne n'y comprend rien. En VT1, moi, je crois à l'humain. Je crois au retour de l'humain. Vous savez, je suis scandalisé, et je le dirai jusqu'à la fin de mes jours, par la déshumanisation, notamment dans les supermarchés, où on est en train de remplacer des caissières par des caisses automatiques. Et bien là, c'est exactement pareil. Dans les gares, on est en train de remplacer des agents par des caisses automatiques ou des bornes. Alors, c'est extraordinaire. Ça, c'est comme quand vous prenez votre billet de train.
Moi qui prends souvent le TER, c'est impressionnant. Parfois, c'est super compliqué. Vous avez affaire à une machine qui marche quand elle veut, et c'est parfois très compliqué. Ou même les sites Internet, parce qu'aujourd'hui, on ne fait plus rien sans Internet. Enfin, arrêtons avec ça. Vous avez des gens, c'est très bien, c'est pratique, mais des personnes âgées ou même d'autres personnes ont du mal aussi avec les sites Internet. Et je trouve qu'il n'y a rien de tel que de remettre de l'humain derrière des services publics. Alors, qu'est-ce qu'on propose? Concrètement, moi, ce que je propose, c'est de la réouverture de certaines gares de proximité. C'est de réajuster, évidemment, les horaires des trains en fonction des besoins. Ça, c'est clair. Alors, c'est pas une masse à faire, mais je pense qu'il faut poursuivre ça. C'est rendre aussi les gares plus accessibles. C'est développer la vente de billets dans les commerces et dans les services publics, parce qu'il faut les gares, mais on peut aussi trouver dans des petites gares des trains, dans les épiceries, dans les relais de poste, etc. Ça ne me gêne absolument pas, au contraire. Il faut bien entendu augmenter l'amplitude horaire d'ouverture des guichets, mais aussi et surtout mettre en place une commission d'évaluation des services d'usagers en partenariat avec la Fédération des usagers. Autre sujet, bien entendu, qui est important, c'est l'intermodalité. Faire en sorte que quand vous avez un train, vous avez un bus. Et que quand l'arrivée du train, quand le train arrive en gare, qu'il y a un bus, évidemment, que vous pouvez prendre automatiquement, ou un vélo, ou autre chose, une voiture, pourquoi pas. Mais c'est faire en sorte qu'il y ait une vraie intermodalité. Vous avez évoqué, on aura peut-être l'occasion, sur le fret. Je vais passer très rapidement là-dessus parce que je pense que le fret, ou le ferroutage, c'est une donne de présent et d'avenir. J'y suis très favorable. Je pense que notamment, ça peut être une des pistes sur la ligne Belfort-Del qu'il faut exploiter dans l'avenir. Il y a des études. Je n'ai pas d'avis particulier sur le sujet, mais en tout cas, je pense que ça peut tendre vers quelque chose d'intéressant. Voilà. Et puis, ce qui me vient également à parler d'un sujet, parce que nous sommes dans le territoire de Belfort et dans l'aire urbaine, par la situation de la ligne Belfort-Del. Alors, très honnêtement, moi, quand j'ai été élu, c'est mon premier mandat au département, la ligne avait été votée, et les crédits avec pour sa réouverture. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est là? Je ne vais pas reprendre les différents articles de journaux qui sont parus dessus. C'est vrai que que l'on soit 10 ou 20 dans le train, cette ligne est un échec total. C'est un échec. Il n'y a personne. Écoutez, ce matin, moi qui habite Del, je veux prendre le train pour aller à Belfort. Ben, j'ai pas de train. Donc ça commence bien. L'autre jour, en rentrant de Paris, le dernier train, il n'y a pas de correspondance pour rentrer à Del. C'est un peu ennuyeux. Et puis je suis pas le seul, évidemment, parce que quand je vois le nombre de voitures qui continuent à venir sur la gare TGV, je me dis que les gens sont comme moi et n'arrivent pas à trouver leur place dans la ligne TER, et c'est un véritable problème. Moi, ce que je pense, très honnêtement, c'est que cette ligne, il faut la revoir. Il faut pas la fermer, il faut la revoir. Mettre un service public, c'est très bien, supplémentaire, mais à condition qu'il réponde d'abord à une vraie demande, mais surtout qu'il soit géré et que sa gestion corresponde là aussi à une réalité. Il faut revoir les horaires, évidemment, qui ne sont pas adaptés, c'est clair. Il faut revoir la tarification qui n'est pas adaptée. Les gens me disent, je suis un élu du Sud Territoire, je crois qu'il n'y a pas une personne qui m'a dit que c'était trop cher. Alors il y a les abonnements, certes, mais enfin quand vous prenez le train, que vous décidez à 11h d'aller à Belfort, vous n'allez pas prendre un abonnement, vous prenez votre billet. Quand vous êtes une famille avec des enfants, ça vous coûte quasiment 20 €. Entre 15 et 20 €, c'est excessif. Enfin, je veux dire, qui a les moyens aujourd'hui de mettre quasiment 30 ou 40 € dans un train pour faire 20 km? Enfin, c'est de la folie. Et très honnêtement, je ne suis pas convaincu, et c'est pour cette raison aussi que ça ne va pas. Là-dessus, moi j'avais demandé, je le dis honnêtement, ça fait 4 ans que le département demande qu'il y ait un comité de ligne, qu'il n'y a pas. Ça fait 4 ans que nous demandons d'être dans le comité de pilotage. Les investisseurs, comme le département qui a mis 5 millions d'euros dans la ligne, n'y est même pas. Donc, à un moment donné, il va peut-être falloir que, en dehors, il n'y a pas de clivage politique dans cette histoire. Simplement, il y a une réalité, il y a un problème à régler. Donc, soit on se met au travail pour le régler. Moi, je lisais encore dans les journaux qu'il fallait un comité de ligne. Oui, enfin, ça fait 4 ans qu'on le demande. Il serait peut-être temps de le mettre en place. Et par ailleurs, moi, je pense qu'il faut revoir les tarifs, les horaires. Il faut aussi permettre aux trains suisses peut-être d'aller jusqu'à Belfortville. Parce que ça aussi, quand vous avez des ruptures de charge, ça n'incite pas les gens à monter dans le train.
Et puis quant aux lycéens, etc., j'ai une mère de famille qui me dit, Monsieur Rousse, jamais je mettrai mon fils dans le train, parce que tout simplement, le bus, il paye moins cher en restant dans le bus que en prenant le train. Et même si vous rabattez les bus sur les gares, ça coûtera toujours aussi cher. Malgré les abonnements, malgré tout ce qui peut... Les gens ont fait leurs calculs, ça ne convient pas. Et en plus, ce qui ne convient surtout pas, c'est les horaires. Parce que les gamins, quand vous habitez d'Elle ou sur le plateau de Croix, quand vous vous levez 1 heure plus tôt pour le gamin, parce qu'il doit prendre son bus et en plus, après, il doit prendre son train, c'est compliqué. Le gamin, il se lève 1 heure plus tôt, imaginez-vous la situation. Et en plus, il arrive probablement 3/4 d'heure plus tôt ici à la gare de Belfort, alors que les lycées ouvrent à 8h ou 8h10. Donc c'est compliqué aussi. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est une accumulation de problèmes. Je lisais d'ailleurs aussi que les Suisses avaient du mal maintenant à prendre le train aussi pour aller à la gare TGV, puisqu'ils continuent de préférer la voiture au train. Donc c'est que là aussi, il y a peut-être un léger souci. Alors on ne va pas faire des batailles de chiffres, on n'est pas là pour ça. Simplement, on a un problème qu'il faut régler et qu'on a déjà connu une fermeture de cette ligne. Je ne souhaite pas qu'on en connaisse une deuxième, moi je ne le souhaite pas, mais il faut véritablement qu'on travaille sur l'intermodalité, qu'on travaille sur les horaires, qu'on travaille sur les tarifs. Il y a un souci, et que là-dessus, moi je veux bien qu'on fasse plus de services publics, mais quand vous avez parfois des distributeurs qui ne fonctionnent pas, des bornes qui existent, mais sans un être humain de l'autre côté, là aussi c'est compliqué pour enseigner les gens, et notamment les personnes âgées. Voilà ce que je voulais dire. Alors, je pense que pour finaliser et finir là-dessus, il y a peut-être un certain nombre de choses à revoir. Oui, à plus de services publics. Oui, à plus de trains. Oui, aux petites lignes. Mais à condition qu'on sache les gérer et à condition qu'elles répondent à des besoins. Et ça, je le dirai jamais assez. Alors, vous me direz... Moi, je suis un jeune élu, c'est mon premier mandat, un élu local. Moi, je suis un élu de terrain, je ne suis pas dans les grandes arcanes parisiennes. Par contre, je souhaite qu'à un moment donné, à travers nos mandats d'élus locaux et territoriaux, nous puissions faire avancer enfin ce schmilblick, parce qu'il y en a assez des aternoiements, un coup oui, un coup non, un coup je change pas, plus personne ne sait où on en est. Donc, certes, on peut faire des économies, on peut avoir une ligne qui soit peut-être plus rentable, mais sans détériorer le service public, sans détériorer la condition humaine. Et c'est important de le rappeler, parce qu'à un moment donné, il y a peut-être des réalités à mettre en face. Voilà ce que je voulais dire. Je suis à votre disposition pour engager le débat et répondre à vos questions. Merci. Alors, je donne tout de suite la parole à Bastien Faudot. Je vais enlever le masque quand même pour m'exprimer. Merci à vous, merci de votre invitation. Je pense que si une campagne peut avoir une utilité dans un contexte où on sait qu'il est difficile d'intéresser les citoyens au débat public, c'est en organisant le débat comme l'a fait la CGT aujourd'hui, permettant de mettre les choses sur la table de manière directe entre nous. C'est la moindre des choses. Alors, qu'il me soit permis en préalable de faire 2 observations à l'orateur précédent. Monsieur Rousse, vous dites que vous êtes petit-fils de cheminot. Moi aussi. Ça permet de démontrer une chose, c'est que les convictions politiques ne font pas partie du patrimoine génétique. Parce que, et c'est la deuxième remarque que je voulais faire, au fond, ce qui est toujours troublant avec vous, c'est que vous semblez déplorer les conséquences, à savoir la fermeture des guichets, la fermeture des gares, la fermeture des lignes, de causes dont votre famille politique n'a cessé de chérir les causes en permanence, depuis des années et des années. Et je pense que le débat public, si on veut qu'il soit sérieux entre nous, il faut qu'il soit conséquent. Pour qu'il soit conséquent, ça veut dire qu'on ne peut pas, à une période, s'en prendre en permanence au service public, en misant sur l'ouverture à la concurrence, et se plaindre ensuite des conséquences qu'a eu cette politique permanente d'attaque du service public. C'est pas vrai que pour le ferroviaire, c'est vrai pour l'ensemble des services publics. C'était les 2 premières remarques, les 2 premières observations que je voulais faire. Alors, la Bourgogne-Franche-Comté, il faut partir du départ. Bien comprendre ce qu'est notre région, si on veut parler sérieusement de transport ferroviaire. Elle subit aujourd'hui une très grave crise territoriale, où les inégalités continuent de s'aggraver entre les 2 grandes agglomérations, et Dijon et Besançon, bien sûr, et le reste du territoire.
Et comme partout en France, c'est les conséquences de deux phénomènes qui se conjuguent. D'abord, la désindustrialisation, que nous connaissons depuis maintenant plusieurs décennies, et on sait de quoi on parle ici à Belfort, avec le dossier Alstom General Electric. Mais c'est vrai ailleurs. J'étais à Migène la semaine dernière, dans l'Yonne. La ville est passée de 10 000 à moins de 7 000 habitants en 20 ans. Et a été confrontée, elle aussi, à ce phénomène de désindustrialisation. Et le deuxième élément, c'est la métropolisation, c'est-à-dire la concentration des capitaux privés et de l'investissement public, essentiellement sur les métropoles, les grandes villes. Et ça produit des décrochages territoriaux dont le mouvement des Gilets jaunes a été une des manifestations, un des symptômes lorsqu'il s'est exprimé. Alors, comme on est une région très rurale, je rappelle que 55% de la population vit en zone rurale en Bourgogne-Franche-Comté, nous sommes la seule région en France à avoir une majorité d'habitants en secteur rural. Et que par ailleurs, nous sommes la première région industrielle en France, nous sommes doublement menacés par le contexte actuel de désindustrialisation et de métropolisation. Nous sommes particulièrement exposés. Et au fond, il faut bien voir une chose, c'est que les libéraux qui pensent que le ruissellement des richesses à partir des métropoles réalisera l'aménagement du territoire en lieu et place des puissances publiques, eh bien, il faut leur dire et leur répéter que ça ne se vérifie jamais et nulle part. Il n'y a que la puissance publique pour organiser les missions d'intérêt public et organiser l'intérêt général, a fortiori dans une région particulièrement rurale comme la nôtre. Alors, je veux dire donc qu'au regard de cette fracture territoriale à laquelle on est confronté et exposé, il est fondamental que la puissance publique régionale, qui n'est plus une collectivité locale, soyons sérieux, depuis la fusion des régions, elle est une vraie puissance publique de rang intermédiaire entre l'État et les collectivités locales. Et je pense qu'il est fondamental, nous sommes à un moment carrefour, pour que la Bourgogne-Franche-Comté ne bascule pas dans la diagonale du vide. Et ça suppose un volontarisme puissant de la part de la collectivité régionale, notamment pour organiser les services publics de transport public et de transport ferroviaire au premier titre, puisque le TER, comme vous le savez, est l'une de ses principales missions. Alors, pour lutter contre le phénomène de métropolisation et, disons, de décrochage de certains territoires, il faut d'abord commencer par considérer que le réseau TER, les 2000 km, je crois un peu moins, mais Michel aura des chiffres plus précis que les miens, de réseau TER, hein, pas de réseau ferré. Bon, bref, donc il le précisera ensuite. En tout état de cause, ce réseau TER est un capital public qu'il s'agit de préserver, d'organiser la maintenance, parce que c'est un capital déjà accumulé. C'est une richesse considérable. Si on applique le ratio, en gros, de 5 millions d'euros du kilomètre en investissement, c'est parfois un peu moins, parfois un peu plus, en fonction des besoins, sur 2000 kilomètres, ça fait un capital public de 10 milliards d'euros qui est déjà là. Et nous avons l'ardente obligation d'en assurer d'abord l'entretien, la maintenance. Mais comme disait Marx, au fond, des lignes de chemin de fer, s'il n'y a pas de service dessus, ça n'a en soi aucun intérêt. L'objectif, c'est pas la ligne. L'objectif, c'est le service aux voyageurs, le service aux usagers. Et de ce point de vue, il est fondamental d'exprimer et de prendre des positions claires. Alors je vais m'y employer. Le réseau TER doit rester un service public de proximité en région Bourgogne-Franche-Comté. Et le maintien du réseau TER dans le giron public, avec l'opérateur historique qu'est la SNCF, est pour nous, au temps des cerises, une priorité absolue. L'ouverture à la concurrence se traduirait, quoi qu'on en dise, mécaniquement, par un surcoût, mais surtout par une dégradation du service rendu à la population. Car dans les faits, il s'agit de résister à un cercle vicieux qu'on connaît très bien. La dégradation de services, progressivement, avec l'offensive du discours des libéraux sur la rentabilité immédiate, en réalité,
qui se traduit par des baisses de cadence, une perte de présence humaine dans les gares, mais aussi dans les trains, qui génère une baisse de fréquentation, qui justifie aux yeux de certains ensuite la privatisation, qui elle-même engagera une nouvelle dégradation de services. Et c'est ce cercle vicieux-là auquel il faut mettre un coup d'arrêt. Et par ailleurs, le deuxième point essentiel, c'est que le chemin de fer est un atout irremplaçable dans la lutte contre le réchauffement climatique. Je rappelle que le train émet 50 fois moins de CO2 que la voiture. Au moment même où toute l'opinion publique, les responsables publics, politiques, disent que le climat, le dérèglement climatique est une urgence partagée par tous, il serait totalement incompréhensible et contraire au sens de l'histoire de dégrader le service public ferroviaire au moment même où cette prise de conscience est universellement partagée. Alors, les Temps des Cerises formule quelques propositions simples pour remettre le service public du rail à niveau. D'abord, nous proposons qu'au lendemain du scrutin, une négociation soit engagée. Je dis bien au lendemain, pas dans 1 an et on discute, ou dans 2 ans, parce que dans 2 ans, il sera trop tard. Eh bien, 7 minutes ? Très bien, merci. Donc nous proposons de mettre en place une négociation pour une signature d'un contrat de service public de 10 ans avec la SNCF pour empêcher la privatisation des lignes TER. Je reviendrai sur ce point en détail. Deuxième point qui fait partie de notre programme, c'est le renforcement de la présence humaine dans les trains et dans les gares. J'ai pris le TER la semaine dernière à Nevers, où je me suis arrêté dans le Morvan à Lusy. En arrivant à Lusy, la gare était fermée. Donc c'est cela auquel il faut mettre un terme. Par ailleurs, troisième proposition, la restauration du service sur les lignes du quotidien. Il n'y a pas eu de fermeture de ligne. Il y en a même eu une ouverture, on le sait ici avec la ligne Belfort-Del. Mais en revanche, il y a eu des dégradations ici et là de cadencement et de services rendus sur certaines lignes. Je pourrais donner des exemples sur la ligne de la Bresse, par exemple, qui passe par Louhans et qui descend jusqu'à Bourg-en-Bresse. Donc ça, c'est un sujet qui est évidemment important. Ça suppose aménagement des horaires, décadencement. Enfin, nous proposons la gratuité du transport public régional et donc du TER pour les 18-25 ans pour 2 raisons. D'abord parce qu'il morfle particulièrement avec la crise économique et sociale. Voilà une génération qui n'a connu que les crises et auquel la puissance publique a des devoirs à son égard. Ensuite, parce que c'est une bataille culturelle. Le transfert modal de la voiture au train ne va pas se passer avec un coup de baguette magique. Il faut donc habituer progressivement les jeunes générations à basculer dans le train et à sortir de la France de Pompidou. La France de Pompidou, c'est la bagnole, le supermarché avec la carte bleue, quoi, en fait, hein. Et comme il reste 1 minute, je vais conclure. D'abord que pour financer, parce que tout ce dont je viens de vous parler a un coût important, il ne faut pas dire le contraire, nous proposons de mettre en œuvre une écotaxe progressive sur les camions, idéalement, mais ça devra se passer en négociation avec l'État, puisque les décrets d'application de la loi ne sont pas passés, avec une franchise de 300 km pour ne pas pénaliser l'économie régionale, afin d'encourager le transfert modal des marchandises vers le fret ferroviaire, bien entendu, mais également de financer les mesures que je viens d'énoncer. Nous avons fait une première estimation. Ce sont potentiellement des recettes de 60 à 80 millions d'euros, au moins, supplémentaires pour la région. En conclusion, enfin, je dirais qu'il faut en finir avec cette pression permanente contre tout ce qui touche au service public. Le dernier président de gauche que la France ait connu disait en 1995 « Ils veulent mettre la main sur le magot ». Eh bien, le magot public, au Temps des Cerises, nous considérons qu'il doit rester entre les mains du public. Je vous remercie. Merci. Et donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Daniel Rouillon. Bonjour à tous. Merci de cette invitation. Moi, je ne suis pas petit-fils de cheminot,
Je suis un ancien travailleur de l'Alstom qui a fabriqué les trains. Voilà, comme soudeur. Le TGV en particulier. Ce que je voudrais dire, c'est que la direction de la SNCF ne se comporte pas différemment qu'un patron du privé. On est face à une véritable offensive qui entraîne la suppression de milliers d'emplois. Il y avait 254 000 salariés en 1980 et aujourd'hui 148 000. La suppression de lignes utiles pour la population, la fermeture de gares, de guichets. D'après un rapport de l'École polytechnique de Lausanne, en 2005, le budget de maintenance, l'entretien et le renouvellement de la voie diminue chaque année depuis 20 ans, de 3%, alors que même 2800 km de lignes à grande vitesse ont été créés. Une grande partie du réseau est menacée d'obsolescence. D'après ce même rapport, en 2025, il ne resterait plus qu'un tiers du réseau national ferré. On est face à une véritable guerre contre les cheminots, avec l'appui des gouvernements qui se sont succédés. Depuis des années, ce sont les attaques sur les retraites et l'ouverture à la concurrence. En ce sens, la politique de la SNCF est semblable à celle du grand patronat, qui se bat coûte que coûte pour maintenir ses profits dans son économie en crise, en licenciant, en fermant les usines, les magasins, en attaquant les droits des travailleurs, alors qu'une poignée de milliardaires s'enrichit toujours plus. Si la SNCF fait partie d'un service public, comme la poste, l'enseignement, les hôpitaux, l'électricité, ces services sont en partie ou entièrement encore aux mains de l'État. Mais cet État, c'est celui de la bourgeoisie. Et fondamentalement, tant que l'économie sera dirigée par cette bourgeoisie, son but n'est pas de satisfaire en premier lieu les besoins fondamentaux de toute la population, et ni même des conséquences par rapport à l'écologie. Son but fondamental, c'est de faire de l'argent, quoi qu'il en coûte. On l'a vu au début de la campagne de vaccination, où les laboratoires pharmaceutiques, les Big Pharma, n'ont pas été capables de répondre à la demande de vaccins, car ils n'avaient pas jugé utile d'investir dans de nouvelles lignes de production quand ils ne licenciaient pas directement comme Sanofi. La SNCF, sous l'égide de l'État, a permis de prendre en charge la circulation des marchandises en construisant des milliers de kilomètres de lignes dans l'intérêt, au départ, des capitalistes afin de faire tourner l'économie. On verra que même par rapport au fret routier, la SNCF vendait en dessous des prix de revient le kilomètre transporté. C'est l'État qui a pris en charge ces investissements au XIXe siècle, car les capitalistes ne voulaient pas prendre de risques dans l'investissement de toutes ces infrastructures. Comme ils n'ont pas changé, elles se comportent en véritables parasites. Bien sûr, au-delà du transport de marchandises, les trains transportent la population, et en particulier pour aller au travail. Maintenant, depuis la crise qui a démarré dans les années 70, la bourgeoisie n'a plus les mêmes besoins du fait du ralentissement de la production. Alors, on assiste à une véritable financiarisation de l'économie, car cela rapporte beaucoup plus vite et surtout sans risque. Un autre aspect du parasitisme du capitalisme, ce sont les banques qui se sucrent sur le dos de la SNCF par le mécanisme de la dette, comme dans les hôpitaux d'ailleurs. Cette dette était en 2017 de 52 milliards d'euros, dont 1,7 milliard versés par an en intérêts auprès des banques, ce qui équivaut au salaire annuel cotisation patronale comprise de 50 000 cheminots. Dans l'ouverture à la concurrence, la SNCF n'est pas une victime. Au contraire, elle participe à cette mise en œuvre. Les privatisations des services publics ont démarré dans les années 1990 par tous les gouvernements qui se sont succédés. Le but
et de donner les secteurs les plus rentables au capital financier sans que celui-ci ait à prendre des risques quant aux investissements et tout en ayant une main-d'œuvre formée, qualifiée du fait des impératifs de sécurité. Non, la SNCF n'est pas victime, car elle a créé elle-même des entreprises privées comme Transkeo, qui est une de ses filiales de droit privé. Elle l'a créée pour exploiter la nouvelle ligne francilienne tram-train entre Épinay-sur-Seine et le Bourget, avec des conditions sociales au rabais et sa propre réglementation du travail. Un autre but dans cette ouverture à la concurrence est de remettre en cause les droits des cheminots, dont la garantie de l'emploi quand ils ont le statut, et d'attaquer une partie de la classe ouvrière qui a une véritable position de force dans l'économie, surtout qu'elle est présente dans tout le pays, avec encore une partie le même patron. Un autre aspect révoltant dans ce chantage de la SNCF qui a commencé avec les filiales, comme la création de RFF, c'est le risque encouru pour les usagers. Rappelez-vous l'accident de Brétigny sur Orge en 2013. Mais les risques aussi pour les cheminots, comme l'accident qui s'était produit dans les Ardennes en octobre 2019, où le conducteur blessé a évité la catastrophe en prévenant le train qui arrivait derrière. Accident survenu à un passage à niveau à cause d'un convoi exceptionnel. Le chauffeur était seul et sans moyen de communication. D'ailleurs, il y a eu une bagarre à ce moment-là, des contrôleurs qui se sont mis en retrait, ce qui a valu les insultes du gouvernement et de nombreux plumitifs et politiciens du côté du Manche. Il y a eu aussi des bagarres du côté des usagers. Moi, je me rappelle la bagarre aux Trois Chênes, où la SNCF voulait fermer la ligne. Eh bien, c'est la mobilisation collective des usagers qui a fait reculer la SNCF à ce moment-là. Je veux rappeler aussi qu'il y a 5000 travailleurs qui travaillent à la SNCF et qui sont de droit privé. Donc, ils peuvent être licenciés du jour au lendemain, comme dans n'importe quelle entreprise. L'ouverture à la concurrence fait partie de l'arsenal de guerre que nous mène le grand capital. Aussi dans les entreprises comme Peugeot, Alstom, General Electric, dans les grandes surfaces, les patrons font le chantage à l'emploi, bloquent les salaires, attaquent nos droits au nom de la concurrence, en nous disant qu'il faut être compétitif. Autrement, ce sera la concurrence qui aura les marchés. En fait, c'est une guerre que mène la grande bourgeoisie pour augmenter sans cesse ses profits. Et on l'a vu avec le Covid. Si des secteurs de l'économie vont être touchés, comme la restauration, le tourisme ou le transport, globalement, les entreprises du CAC 40 ont été plus que florissantes. Elles ont dégagé 39 milliards de profits et versé 28,6 milliards de dividendes aux gros actionnaires. Même Sanofi a engrangé 12 milliards d'euros de bénéfices, soit une augmentation de 340%. Comme je l'ai dit, les cheminots ont un poids essentiel, mais seuls, ils ne pourront pas faire reculer cette offensive générale des capitalistes. Bien sûr, il faut s'opposer à cette ouverture à la concurrence qui affaiblit les cheminots. Mais aujourd'hui, c'est l'ensemble des travailleurs qui est attaqué. Alors nous devrons nous battre ensemble. Nous en avons les moyens, la force, quand nous faisons tout fonctionner dans la société. Alors il faut que nous, les travailleurs, nous reprenions confiance dans notre force. Il faut que l'on se sente légitime et que l'on ait des objectifs communs. Face aux patrons qui licencient, il faudra imposer qu'ils répartissent le travail entre tous, même s'ils doivent diminuer le temps de travail, mais sans perte de profit, en prenant sur les bénéfices énormes, avec toutes les aides de l'État d'ailleurs qu'ils touchent. Face aux salaires bloqués, imposer l'indexation des salaires, vu l'inflation qui est en train de galoper à l'heure actuelle. Il faudra savoir et surtout contrôler les comptes de ces capitalistes qui s'enrichissent, touchent de l'argent public en permanence, à tel point qu'ils sont sous perfusion. Oui, il faudra que l'on se batte tous ensemble, comme le slogan de 1995, afin de mettre un coup d'arrêt à cette guerre patronale,
pour que l'on puisse vivre dignement, mais surtout que ce soit nous les travailleurs, quand nous serons en position de force de diriger l'économie et la société. Nous faisons le plus difficile. Alors il nous faut prendre conscience de notre rôle et ensemble, nous pourrons faire sortir l'humanité de la catastrophe à laquelle elle s'enfonce de plus en plus chaque jour. Voilà, merci. Donc merci. Et donc la parole maintenant à Christophe Grudler. Merci, monsieur le président de séance, mesdames, messieurs. Je suis très content d'être ici à vos côtés et d'avoir répondu à votre invitation. Bravo à la CGT Cheminots pour cette initiative qui renoue notamment à Belfort avec le principe de débat public où on peut échanger des points de vue, on peut être d'accord sur tout, mais on a un intérêt commun pour les questions liées au transport ici, et c'est bien d'avoir ces espaces de démocratie, notamment à Belfort. Alors, je pense que le temps des élections régionales permet en effet d'écouter un peu ce que chacun a à dire, ce que chacun a un peu dans les tripes, et ça peut vous permettre aussi à vous d'identifier quelles sont les listes qui sont des amis du transport ferroviaire, pour faire simple, et quelles sont les listes qui, demain, risquent aussi de démanteler tout cela. Et moi, je pense en particulier à toutes les listes liées à l'extrémisme, qui sont pour moi un véritable danger. Alors, moi, je suis Christophe Grudler, je suis la tête de liste dans le territoire de Belfort de la liste de Denis Thuriot, qui est la liste de la majorité présidentielle. Je suis par ailleurs député européen. C'est marqué sur mon masque, donc c'est assez facile à reconnaître. Mais bon, je parlais très peu d'Europe aujourd'hui, on peut avoir des choses à dire, évidemment. Bon, je suis élu que depuis 2 ans, hein, je dis ça devant monsieur le président de séance. Donc je n'ai pas voté les packages ferroviaires des années 2016 et autres, je n'y étais pas. Mais maintenant, je pense qu'il faut être pragmatique et essayer d'avancer, parce que le ferroviaire, pour moi, a un vrai avenir. Un avenir en France, un avenir en Europe. Et le savoir-faire, on va dire, hérité de plusieurs générations de cheminots, a toute sa place dans cette nouvelle dynamique du ferroviaire européen. Vous savez peut-être que cette année, c'est l'année européenne du rail. S'il y a un choix qui a été fait sur l'année européenne du rail, c'est parce qu'on sait qu'il va y avoir des investissements majeurs qui vont être menés dans ce domaine-là pour atteindre notamment les objectifs de décarbonation de ce qu'on appelle le Green Deal, le pacte vert européen. Et le ferroviaire a un rôle éminent à jouer par rapport à cette décarbonation. Aujourd'hui, le ferroviaire, c'est 0,5% des émissions de CO2 en Europe. Quand vous avez 3% pour l'aviation et 13% pour l'automobile. Donc il y a un intérêt à renforcer le ferroviaire demain. Et je pense qu'il faut penser qu'il y a une opportunité ici à saisir, y compris des opportunités de financement, que ce soit pour des matériels roulants, pour des initiatives locales. Je vous signale également qu'il y a un TGV spécial. Alors je ne sais pas s'il a été fabriqué à Belfort celui-là, mais je suis certain qu'il ne peut pas en être autrement, qui part de Lisbonne au mois d'août, qui va traverser toute l'Europe, qui va passer à Strasbourg. Moi, je voulais qu'il fasse un arrêt à Belfort. Je suis en train d'essayer de négocier ça. C'est un TGV qui montre le savoir-faire européen dans le domaine du ferroviaire et qui va arriver à Ljubljana en Slovénie fin septembre, parce que la présidence de l'Union européenne future, les 6 prochains mois, ça va être la Slovénie qui va le prendre. Bon, je vais revenir quand même sur le régional, c'est quand même le plus important, avec des points de vigilance que je voulais échanger avec vous rapidement. Je ne suis pas là pour vous faire un grand discours, hein, juste quelques points très, très particuliers. Sur les points de vigilance régionaux et aussi départementaux, il y a évidemment la question des voyageurs. Sur les voyageurs, le trafic voyageurs, il y a un problème majeur qu'il va falloir empoigner avec la nouvelle équipe régionale qui va sortir fin juin, c'est le problème des cadencements des TGV. La SNCF est en train de profiter scandaleusement de la crise du Covid pour réduire l'offre de service sur les Lyria notamment. Et nous, ici, à Belfort-Montbéliard TGV, on a encore de nouveaux risques qui pointent sur des suppressions d'un certain nombre de trains sous le prétexte du Covid. Donc il va y avoir un bras de fer à engager. Et il ne s'agira pas de jouer petit bras dans ce cadre-là. Ça me semble extrêmement important qu'on soit mobilisé. Il y a également effectivement la question du cadencement des TER. L'entretien des petites lignes, bon là il y a effectivement une convention qui a déjà été signée avec la région pour 644 km de petites lignes à entretenir avec un focus spécial sur un nombre plus réduit de kilomètres, mais ça me semble important de poursuivre et d'aller au-delà. Il y a sur le cadencement du TER de nouvelles conventions à faire avec nos voisins. Je pense notamment les conventions avec la région Grand Est.
où aujourd'hui on a un système qui fonctionne plutôt pas mal en TER entre Mulhouse et Belfort, mais peut-être qu'il faudrait faire davantage d'efforts entre Belfort et Épinal, je veux dire, Épinal et Nancy, où c'est absolument impossible aujourd'hui de prendre un TER correctement dans de bonnes conditions. Il faut absolument revoir les relations avec la Suisse. Alors moi, au Parlement européen, je suis en charge de la délégation Union européenne-Suisse. Alors on a une grosse déception avec l'échec de l'accord cadre, mais bon, on va continuer à se bagarrer avec eux. Je pense qu'on a besoin des Suisses et les Suisses ont besoin de nous. Moi, ça ne me choque pas de dire que demain, il y a des TER qui partent de Belfort avec des équipages français et qui aillent jusqu'à Delémont. Et peut-être qu'en échange, on peut autoriser des cheminots suisses à venir jusqu'à Belfort. Mais ça, dans un accord équilibré, évidemment, dans l'intérêt de tous, et non pas dans la régression du savoir-faire cheminot français. Sur la ligne Belfort-Del, on y vient. Moi, je suis effectivement convaincu qu'il faut mettre en place un comité de ligne. Alors je dirais gentiment à M. Rousse que c'est pas le seul à le réclamer. On est très nombreux depuis l'origine à réclamer un comité de ligne, notamment avec les associations d'usagers. Dès la mise en place de la ligne, on a dit attention, maintenant on a mis de l'argent là-dessus, il faut que ça marche. Il n'y a pas le choix. Parce qu'un jour, une nouvelle majorité régionale va dire ben non, finalement, pourquoi financer cette ligne qui nous coûte des sous et on va de nouveau fermer. Ça sera encore plus un non-sens. Donc battons-nous collectivement pour la mise en place d'un comité de ligne. Et il y a plein d'idées, je ne vais pas vous les détailler maintenant, peut-être que dans le débat, on pourra avoir l'occasion d'en évoquer quelques-unes. Il y a plein d'idées. Il faut faire de Belfort-Del une totale réussite et après, prolonger cette ligne jusqu'à Giromagny pour qu'on ait un vrai TER Giromagny-Belfort-Del qui soit la colonne vertébrale des transports dans le territoire de Belfort. Je suis certain qu'on peut y arriver, mais je l'ai déjà dit à M. Weinmann en particulier, on ne peut pas aujourd'hui imaginer aller jusqu'à Giro si Belfort-Del n'est pas une réussite. Donc là, il y aura encore du travail à faire pour arriver à monter la fréquentation. Sur le TER, je vous dirais également qu'il y a un enjeu important. C'est 2024, les appels d'offres obligatoires pour les TER. En 2024, la nouvelle majorité régionale devra choisir par appel d'offres ce qu'elle voudra pour les TER. M. Faudon n'a pas été d'accord et on pourra peut-être en débattre tout à l'heure dans le cadre du débat. Pour moi, je pense qu'il faut évidemment, je vais dire ça, alors je fais gaffe, je suis enregistré, il ne faut pas que je dise de bêtises sur les appels d'offres, mais le savoir-faire de la SNCF doit absolument entrer en ligne de compte. Alors, évidemment, il faut que la SNCF et la direction de la SNCF ne jouent pas non plus à nous sortir, pour des raisons de marché captif, des tarifs complètement fous, hein, qui grèveraient la collectivité régionale, mais à offre de services corrects et avec en plus la qualité de service propre au savoir-faire cheminot, il faut absolument que la SNCF continue à être responsable de nos aménagements de territoire. Peut-être encore un mot sur le fret, parce que le fret, moi, me tient toujours vraiment à cœur, et ici à Belfort en particulier. Alors, tout ce qui va pouvoir développer le fret sur le dépôt de Belfort, moi, va m'intéresser grandement. Alors, j'entendais tout à l'heure également M. Rousse intervenir en disant il faut arrêter de fermer les petites gares, etc. Alors il y a toujours des choses qu'on dit devant, hein, et la liste LR, Debout la France, aime bien dire voilà, on va refaire ci, on va refaire ça pour flatter les gens comme ils l'entendent, mais dans les faits concrets, ils font exactement le contraire. Je vous rappelle qu'en 2015, c'est quand même M. Rousse et son ami M. Meslot qui ont fermé les wagons isolés qui permettent d'amener les déchets à l'écopole de Bourgogne, où il y avait quand même des quais de chargement à Danjoutin sur lesquels on mettait les ordures ménagères, il y avait moins de camions sur les routes et on amenait les wagons isolés jusqu'à l'écopole de Bourgogne. Et ça, c'était du service à la population. Et ça, c'était du boulot pour les cheminots. Et là, voilà, on supprime ça du jour au lendemain et on remet des camions sur la route pour les amener jusqu'à l'écopole de Bourgogne. Je pense qu'à un moment, il faut être cohérent et pas dire tout et son contraire. Alors, sur l'intermodalité, pour finir, je ne sais pas combien il me reste de temps, Monsieur le Président, je parle trop vite ou pas assez vite ? 3 minutes. Bon, alors je vais peut-être parler moins vite, parce que j'ai peur de ne pas tout pouvoir vous dire dans le temps à partie. Ici, on a une gare historique qui remonte aux années 1930. Vous connaissez l'activité qu'il y avait ici dans les années 1930, 1950, c'était énorme. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose. Et on a 35 hectares de terrain là derrière. 35 hectares qui sont pratiquement une friche entre Danjoutin, Bavilliers, enfin la Pépinière, et ici. Ce terrain-là, pour moi, c'est indispensable d'en faire demain un lieu d'intermodalité.
où on peut faire monter des poids lourds sur des trains, on peut faire du fret, on peut passer en Suisse, les Suisses aiment moins les camions, donc on doit pouvoir avoir cette possibilité sur les 35 hectares de terrain d'avoir un aménagement régional de grande qualité, d'intermodalité, d'accord, j'anticipe ce que va me dire Michel Neugnot, on n'est pas sur les grandes dorsales européennes de fret, puisque vous savez qu'il y a les grands sites dédiés qui ne passent pas par ici, malheureusement, mais en intermodalité, on peut faire des choses. Évidemment, on peut faire des choses à condition qu'il y ait des chargeurs. Parce que ce n'est pas le tout de faire des quais de chargement, il faut aussi qu'il y ait des gens qui ont envie de charger. Et je prends l'exemple peut-être de ce qu'avait fait la région ces dernières années, où on a fait des quais de chargement à bois, ça a coûté cher, et puis il n'y a personne pour charger le bois dessus. Donc c'est plutôt du gaspillage d'argent public. Moi, je souhaite qu'on soit vraiment à la recherche de chargeurs et aider à trouver les chargeurs pour après faire des investissements régionaux qui permettent vraiment de dégager de l'emploi là autour. Et donc, pour terminer sur le fret, je pense aussi que la saturation de la circulation ferroviaire entre Mulhouse et Bâle, en termes de fret, Bâle est saturé, vous le savez. Et je pense qu'une façon de financer la ligne Belfort-Del, c'est de faire passer des trains de fret dessus. Des trains de fret qui rejoindraient Delémont, Bienne, et qui seraient ensuite sur l'ensemble du réseau ferré. La voie le permet, tant côté suisse que côté français. Il y a juste un problème d'agrément. Parce que pour l'instant, voilà, il n'y a pas un accord pour faire passer du fret sur cette ligne. Il y a aussi le degré d'acceptation par les habitants, on est d'accord. Mais s'il y a 2 à 3 trains par jour qui passent du fret sur une ligne moderne, où il n'y a plus le tatin qu'on connaît sur les lignes historiques, parce que maintenant les voies sont soudées et font beaucoup moins de bruit, je pense qu'il y a un avenir pour le fret sur cette ligne également. En travaillant ça, évidemment, avec la ligne 4, qui va nous permettre, sur Vesoul, sur Langres, d'amener aussi du trafic de fret dans cette zone-là. Et pas seulement pour Peugeot. Je veux dire, aujourd'hui, on a vraiment la possibilité, avec tout ce qui va se développer dans l'industrie sur Belfort. Vous avez vu les efforts européens et nationaux pour l'hydrogène, par exemple. On va créer d'énormes électrolyseurs qu'il faudra transporter d'une façon ou d'une autre. Est-ce qu'on veut faire que du camion ? Est-ce qu'on n'est pas capable de dire, les électrolyseurs qu'on va faire avec McPhy à Fontaine, eh ben on va les transporter par container, chargés ici en gare de Belfort, pour les amener à l'autre bout de l'Europe, parce que le plan hydrogène européen, c'est partout. C'est les 27 pays européens qui sont partie prenante. Donc voilà quelques idées que je voulais vous donner. Moi, je dirais qu'avec la liste de Denis Thuriot, la région partout et pour tous, notre souhait, c'est de poursuivre un dialogue permanent, tout au long du mandat, pas juste venir à la veille des élections. C'est bien de venir à la veille des élections, déjà, évidemment, mais c'est bien aussi de venir après. Pas qu'on se perde de vue et qu'on soit en capacité, organisation syndicale, usagers, collectivités locales, tous ensemble, de défendre un intérêt commun, qui est l'intérêt ferroviaire de toute notre région Bourgogne-Franche-Comté. Merci. Michel Neugnot. Une seconde. On laisse la technique. Je vais faire comme Fabien Faudot, enlever mon masque et puis me lever. Bien, bonjour à tous. Permettez-moi d'abord, dans un premier temps, de vous présenter les salutations fraternelles de la présidente Marguerite Dufay, qui est en campagne électorale actuellement dans le Haut-Doubs. Et puis de saluer la présence de notre candidate Muriel Ternant, qui est chef de file de la section de notre liste, notre région par cœur, que je salue ici, liste que conduit Marguerite Dufay naturellement, qui est une liste de rassemblement avec le Parti communiste et les radicaux de gauche. Alors, beaucoup de choses ont été dites et en vous écoutant tous, me venait à l'idée la parole de Jaurès, aller à l'idéal et comprendre le réel. Parce qu'effectivement, dans ce que j'ai entendu, on mélange un peu des objectifs à long terme, des sujets politiques essentiels qu'il faut régler, et puis les marges de manœuvre que nous donne à un moment donné la loi. Nous sommes dans une campagne électorale régionale et on doit se placer dans un cadre qui est celui
des lois actuelles qui ont évolué beaucoup pendant ce dernier mandat et qu'il faut prendre totalement en compte. Dans ces données légales, un premier sujet qui s'est développé, c'est la liberté tarifaire. La liberté tarifaire est un sujet essentiel, ça a été un combat des régions pour l'obtenir, pour avoir la capacité de définir nos politiques tarifaires. Ça a été fait en Bourgogne-Franche-Comté immédiatement après que la loi l'ait permis. Ça nous a permis de faire des tarifications adaptées aux différentes situations, même s'il y a des corrections ici ou là qui doivent être faites, et qui ont permis, je donne les chiffres, à augmenter le nombre de personnes fréquentant le train entre 2017 et 2019 de près de 20%, avec des baisses de tarifs, notamment pour les occasionnels, avec des tarifs qui ont été faits dans un deuxième temps pour les abonnés, et qui ont amené plus de recettes à hauteur de 20%, ce qui nous a permis de maintenir nos éléments. Quand on est sur le train, on est sur un temps long. Les trains qui vont circuler d'ici 2 ans, il faut commencer de travailler dès maintenant les horaires. On est ici dans une logique où les régions ont pris au cours de cette mandature beaucoup plus de poids et de capacité et ont mis le train comme l'architecture de base de toutes les mobilités, mais mis autour la responsabilité de la région de traiter des mobilités en général, notamment avec la loi d'orientation des mobilités, que l'on a déclinée ici en Bourgogne-Franche-Comté de façon très active, et nous avons plus de 80% des EPCI locales, rurales, qui ont pris la compétence mobilité. C'est un sujet essentiel justement pour réfléchir les mobilités globalement sur le territoire, parce qu'on ne pourra pas avoir du train partout. Et il y a des territoires qui n'ont pas de train. Et quand on parle du développement du train, il faut se poser la question de ce qui se passe avant. Certains l'ont parlé d'intermodalité, qui est un sujet essentiel sur ce sujet. Nous avons délibéré le 9 avril, quand on parle comité de ligne et tout cela, pour que dans le comité des partenaires que l'on doit mettre en place au niveau national, on a étendu son rôle déjà à ce comité des partenaires pour qu'il devienne un comité qui anticipe et qui ne soit pas un enregistrement uniquement. Et on a étendu la présence dans le cadre de ce comité aux syndicats, ouvriers, salariés et patronaux. C'est quelque chose d'essentiel pour avoir une culture commune de ce que l'on peut faire ensemble. Et la part de dialogue que l'on met au départ est essentielle. Sur le train, je vais faire quelques flashs comme cela sur l'état du réseau. L'état du réseau, il a été pendant de multiples années sacrifié pour le TGV. C'est un choix qui a été fait et, je le dis sur le TGV, nous nous engageons à ce que la poursuite entre Petite-Croix et Lutterbach soit mise en place et nous avons de beaux espoirs puisque, étant membre du comité d'orientation des infrastructures, je sais que la commande du gouvernement est que l'on se positionne comme on s'est positionné sur le fret, là, en rendant un rapport au gouvernement la semaine dernière sur le fret, que l'on se positionne sur la continuation du Belfort-Del qui est nécessaire. Parce que là aussi, on juge de nombre de dessertes, de personnes utilisant ces dessertes-là, alors que l'offre n'est pas complète. Donc ça, c'est un point important. Quand on parle des infrastructures, c'est essentiel. Parce que ce qui s'est passé jusqu'à des années récentes, c'est que les infrastructures baissaient en qualité, des ralentissements, un temps de parcours plus long et immédiatement une dégradation de la capacité de réponse. Tout commence par un travail sur les infrastructures. Et dans le plan de relance que l'on a négocié, on s'est battu, la présidente s'est battue pour qu'effectivement, on reprenne de l'investissement. Il n'y a jamais eu autant d'investissements faits sur le train qu'en 2021 sur les infrastructures à hauteur de 393 millions cette année.
393 millions cette année. Vous êtes des cheminots, là, qui connaissaient les chiffres. Il y a 10 ans, ce qui était investi sur la Bourgogne-Franche-Comté, c'était 40 millions par an. 40 millions par an. Donc, on a un effort considérable. Le premier temps, c'est améliorer l'infrastructure, faire en sorte de réduire les temps de parcours. Et puisqu'on est quand même Bourgogne-Franche-Comté, je vais parler de la ligne des horlogers, où effectivement, avec les 55 millions de travaux que l'on fait, qui sont en cours actuellement, sur la ligne des horlogers, il y a encore 50 millions à faire d'ici 2030. On va réduire le temps de parcours d'un quart d'heure. On va permettre, dès la desserte du mois de décembre prochain, d'augmenter le nombre de trains. L'augmentation du nombre de trains, c'est ce que nous avons fait pendant cette mandature, avec 10 000 places quotidiennes supplémentaires qui ont été offertes. Et il y a eu la réponse des voyageurs et du public à cette offre nouvelle. Ce sont 585 trains quotidiens qui circulent, alors qu'au début, au moment où on a signé la convention, tant décriée en 2018, on était à 530 trains. Plus de trains, pour plus de trains, il faut plus d'infrastructures. Pour qu'il y ait plus de monde de train, il faut qu'il y ait des investissements sur le matériel. Et c'est ce que l'on fait avec le renouvellement de toutes les flottes qui ont été faits, notamment du côté franc-comtois, avec du matériel Alstom. Et c'est maintenant, il nous reste à améliorer la partie desserte nord de Lyon, où effectivement, là, on n'a pas encore travaillé. Et nous avons un accord avec Île-de-France Mobilité pour refaire de l'investissement, renouveler le matériel. Vendredi, on a encore commandé pour 100 millions de trains en 6 caisses qui vont faire en complément pour faire La Roche-Paris. Voilà, donc, investir dans l'infrastructure, renouveler le train, et à partir de ce moment-là, on peut envisager faire plus de desserts. Je suis à combien de temps ? 8 minutes. Comment ? 8 minutes. Alors, je vais aller vite. Il y aura sûrement des questions sur elle. Je voudrais vous parler du fret. Le fret, c'est un enjeu essentiel. Je vais quand même vous dire qu'on a, sur Mâcon, avec la CCI, développé, donc avec les transports alénés, on a développé du ferroutage sur la ligne Perpignan-Dunkerque-Calais qui est mis en place et qui fonctionne à mort, avec notamment la capacité de faire des trains de 600 mètres de long et qui partent et qui font du ferroutage. Mais il faut partir, et c'est l'essentiel du rapport qui sera communiqué au public auquel j'ai participé dans le cadre du COI au mois de... qui sera communiqué en juillet, je le disais tout à l'heure. Le but, c'est de sentir l'offre locale. Il faut partir des besoins locaux. Et à partir des besoins locaux, notamment le travail sur le wagon isolé, qui est à mettre en place, il y a nécessité de trouver en dehors des grandes lignes de ferroutage, pour alimenter, il faut partir des besoins. On est en train de travailler sur Auxerre avec le groupe Chiver, qui a négocié avec tous ces fabricants de produits liquides pondéreux pour qu'ils soient livrés en wagons isolés à Vallon, et ensuite il y a la continuité qui se fera avec les dessertes traditionnelles par camion. Dessertes par camion, on n'a pas parlé d'hydrogène, qui est quand même créé dans l'UTBM, hein, où Belfort est acteur, où effectivement ce groupe Chiver est prêt à travailler pour qu'il y ait des camions à hydrogène, des bennes à hydrogène et autres, pour effectivement décarboner totalement l'économie. Parce que le but, c'est cela, c'est décarboner l'économie. Et je terminais par ça. L'essentiel actuellement, c'est de lutter, comme beaucoup de candidats en compétition l'ont dit, sur le dérèglement climatique avec des transports plus décarbonés, mais ça, c'est toute une mise en mouvement qui doit être faite, et la région Bourgogne-Franche-Comté a tous les éléments pour se faire et est leader dans de nombreux domaines sur ce sujet. J'en reste là, je pense qu'il y aura des questions qui seront posées sur des sujets abordés par ailleurs. Je reste dans mes 10 minutes. Merci de m'avoir écouté.